L'islam devient un choix dans le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un dimanche tranquille du début du mois de mars de cette année, le 3 mars pour être exact, lorsque le gouvernement Sich, presque après coup, a annoncé l'approbation d'un nouveau décret royal modifiant la loi sur la liberté religieuse du pays. La ligne officielle était que l'Espagne modernisait son cadre juridique pour mieux prendre en compte la diversité religieuse, en particulier celle des musulmans. Le décret, ont-ils déclaré, rationaliserait le processus permettant aux communautés islamiques de s'enregistrer en tant qu'entité juridique, d'avoir accès au financement public pour l'éducation religieuse et même d'obtenir des exonérations fiscales pour les mosquées. Les médias l'ont présenté comme une mise à jour administrative mineure, une note de bas de page dans la laïcisation en cours de l'Espagne. Le Parti socialiste ouvrier de Sich l'a présenté comme une mesure progressiste, une concrétisation de l'engagement constitutionnel de l'Espagne en faveur du pluralisme religieux. Même le Parti populaire conservateur n'a offert qu'une résistance tiède, se concentrant davantage sur des questions de procédure que sur le fond du changement. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit, il ne s'agissait pas simplement d'un ajustement bureaucratique. Il s'agissait du premier domino d'un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux, susceptible de remodeler l'identité de l'Espagne, ses alliances et sa place dans l'ordre mondial. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de religion, les arbres vous manquent. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique en Europe, et ce qui se passe actuellement en Espagne est l'un des changements stratégiques les plus sous-estimés du continent. Le discours dominant veut vous faire croire qu'il s'agit de tolérance, que l'Espagne se réconcilie enfin avec son passé islamique. Mais les données ne le soutiennent pas. Le timing ne correspond pas. Et les joueurs impliqués? Ce ne sont pas ceux que vous pensez. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. L'officiel Une histoire de tolérance et de progrès. Le message du gouvernement Sich était qu'il s'agissait d'une correction attendue depuis longtemps, une manière de faire entrer le cadre juridique espagnol dans le XXIe siècle. Selon le ministère de la Justice, le décret faciliterait l'intégration des minorités religieuses et favoriserait la cohésion sociale. Les chiffres semblaient le confirmer. La population musulmane d'Espagne a augmenté régulièrement au cours des 2 dernières décennies, passant d'environ 300 000 en 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. La plupart sont des immigrants originaires du Maroc, d'Algérie et du Pakistan, mais un nombre croissant de convertis à Sich, en particulier parmi les jeunes générations. Le gouvernement a souligné ce changement démographique comme la preuve que le paysage religieux espagnol évoluait et que la loi devait évoluer avec elle. Les médias ont joué le jeu. LP a publié un article intitulé « L'Espagne embrasse son avenir multiculturel », présentant le décret comme une progression naturelle pour un pays qui fut autrefois un carrefour de civilisation. Même ABC, un média traditionnellement conservateur, a reconnu que cette décision était « inévitable », compte tenu de l'évolution démographique de l'Espagne. La Commission européenne est intervenue, félicitant l'Espagne pour son « engagement en faveur de la liberté religieuse » et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction l'a qualifié de « modèle pour les autres nations européennes ». Les données officielles semblaient étayer ce récit. Une étude de Pew Research de 2023 a révélé que 68% des Siars pensaient que l'islam était compatible avec les valeurs Sich, contre seulement 45% en 2010. La même étude a montré que les jeunes Siars étaient beaucoup plus susceptibles de partager ce point de vue que les générations plus âgées. Le gouvernement s'est penché sur cette idée, arguant que le décret reflétait simplement la volonté du peuple. L'Espagne est une société moderne et pluraliste, a déclaré le Premier ministre Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse. Nos lois doivent refléter cette réalité. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Déconstruire ce qu'ils ne vous disent pas. Commençons par les chiffres. Le gouvernement Sich affirme que la population musulmane connaît une croissance organique, tirée par l'immigration et des taux de natalité plus élevés. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cette croissance est activement accélérée par des politiques qui vont bien au-delà de la liberté religieuse. Par exemple, l'Espagne dispose de l'un des programmes de regroupement familial les plus généreux d'Europe, qui a permis aux immigrés marocains et algériens de faire venir des membres de leur famille élargie à un rythme sans précédent. Entre 2015 et 2023,
le nombre de ressortissants marocains en Espagne a augmenté de près de 40%, ce qui en fait la plus grande communauté née à l'étranger du pays. Et même si le gouvernement présente cela comme une réussite humanitaire, les implications géopolitiques sont énormes. C'est ici que cela devient intéressant. Le Maroc, voisin méridional de l'Espagne, est engagé depuis des décennies dans une campagne discrète mais incessante pour étendre son influence en Espagne. Il ne s'agit pas seulement de migration, mais aussi de soft power. Le Maroc a dépensé des millions pour financer des centres culturels islamiques, des mosquées et même des écoles islamiques de langue siche. Le gouvernement marocain ne le cache pas, en fait, il en est fier. Dans un discours de 2022, le roi Mohamed VI a déclaré que le Maroc était « le foyer spirituel de tous les musulmans d'Europe » et qu'il avait le « devoir » de les guider. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ces orientations sont assorties de conditions, des conditions qui ramènent à Rabat. Parlons maintenant du timing. Le décret royal n'est pas sorti de nulle part. Cela s'est produit quelques semaines après que l'Espagne ait fait volte-face sur la question du Sahara occidental, l'une des questions géopolitiques les plus controversées en Afrique du Nord. Pendant des décennies, l'Espagne a soutenu la position des Nations Unies sur le Sahara occidental, qui appelait à un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Mais en mars 2022, le gouvernement de Sanchez a brusquement annoncé qu'il soutenait désormais le plan marocain des « autonomies » sous souveraineté marocaine, un plan qui cède effectivement le territoire à Rabat. Cette décision a choqué les alliés européens de l'Espagne, en particulier l'Allemagne et la France, qui y ont vu une trahison du droit international. Mais cela a ravi le Maroc, qui faisait pression depuis des années sur l'Espagne pour qu'elle change de position. Alors, quel est le lien ? Le décret sur la liberté religieuse était la contrepartie. Le Maroc exige depuis longtemps que l'Espagne reconnaisse son rôle de « gardienne » de l'islam en Europe, et c'est exactement ce que fait ce décret. Il donne aux institutions islamiques soutenues par le Maroc, dont beaucoup sont directement financées par Rabat, une reconnaissance juridique, un financement public et une plateforme pour façonner le paysage religieux espagnol. En échange, le Maroc obtient le soutien de l'Espagne sur le Sahara occidental, une victoire stratégique qui renforce sa position face à l'Algérie, son rival régional. Ce n'était pas qu'une coïncidence. C'était un accord. Et c'est encore pire. Le décret ne s'applique pas uniquement aux musulmans marocains. Cela profite également à la Turquie, qui étend de manière agressive son influence en Europe à travers son réseau de mosquées diyanais, des mosquées directement contrôlées par le gouvernement turc. L'Espagne compte désormais plus de 50 mosquées affiliées à Diyanet, et la nouvelle loi facilite leur fonctionnement. Ce n'est pas une mince affaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché son ambition de positionner la Turquie comme le leader du monde musulman, et l'Europe est un champ de bataille clé. En ouvrant la porte aux institutions islamiques turques, l'Espagne invite effectivement une puissance étrangère à façonner son avenir religieux et culturel. Mais voilà, le gouvernement siche le sait. En fait, c'est compter le dessus. Parce que l'Espagne ne se contente pas d'opposer le Maroc et la Turquie, elle les oppose également à l'Europe. Le pari géopolitique de l'Espagne contre l'Occident. Pour comprendre ce qui se passe réellement ici, il faut le faire. L'Espagne est prise au milieu d'une situation géopolitique à trois. Les États-Unis, la Russie et la Chine se disputent tous l'influence en Europe, et l'Espagne est un élément essentiel de l'échiquier. Pendant des décennies, l'Espagne a été un allié fidèle de l'OTAN, un partenaire fiable dans l'ordre libéral dirigé par les États-Unis. Mais ces dernières années, cette loyauté affaiblit. Le gouvernement de Sanchez a mené une politique étrangère de plus en plus indépendante, voire défiante, des priorités de Washington. Ce n'est pas seulement une question d'idéologie, c'est une question de survie. Laissez-moi vous expliquer. L'économie espagnole est en difficulté. Son ratio dette-PIB dépasse 110%, l'un des plus élevés de la zone euro. Son taux de chômage des jeunes oscille autour de 30%. Et son secteur énergétique est en ruine, à cause de la transition verte précipitée de l'UE. Le gouvernement siche sait qu'il ne peut pas compter sur Bruxelles ou Washington pour le renflouer. Donc, il couvre ses paris. Et cela signifie regarder vers le sud, vers l'Afrique, le Moyen-Orient et les puissances émergentes qui défient la domination américaine. Le Maroc est un élément clé de cette stratégie.
L'Espagne a besoin de la coopération du Maroc en matière de migration, d'énergie et de sécurité. Le Maroc, à son tour, a besoin du soutien de l'Espagne sur le Sahara occidental et de son accès aux marchés européens. Mais le Maroc n'est pas seulement un partenaire, c'est une porte d'entrée. Grâce au Maroc, l'Espagne peut approfondir ses liens avec les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui investissent de l'argent en Afrique du Nord. Et via le Golfe, l'Espagne peut accéder au monde islamique au sens large, un marché de 1,8 milliard de personnes. C'est là que le décret sur la liberté religieuse devient un outil géopolitique. En se positionnant comme un pont entre l'Europe et le monde islamique, l'Espagne tente de se tailler une place dans l'ordre multipolaire émerge. C'est une stratégie à haut risque et à haute récompense. D'un côté, cela pourrait donner à l'Espagne un levier dans ses négociations avec l'UE et les États-Unis. De l'autre, cela pourrait lui aliéner ses alliés traditionnels et le rendre vulnérable aux influences étrangères. Et ce n'est pas tout. L'Espagne joue également un jeu délicat avec la Russie et la Chine. Le gouvernement de Sánchez a pris soin de ne pas contrarier Moscou, même s'il soutient l'Ukraine. L'Espagne a refusé d'envoyer des chars Léopard à Kiev et a bloqué les efforts de l'UE visant à imposer des sanctions plus strictes sur les exportations énergétiques russes. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est fortement dépendante du gaz russe et qu'elle ne peut pas se permettre de mettre Poutine en colère. Pendant ce temps, la Chine fait des percées en Espagne, investissant des milliards dans les infrastructures, la technologie et les énergies renouvelables. Le port de Valence, l'un des plus grands d'Europe, appartient désormais en partie à une société d'État chinoise. Et les sociétés siches se tournent de plus en plus vers la Chine comme marché pour leurs produits. Alors, quelle est la fin du jeu ici ? L'Espagne tente de se positionner comme un État swing, un pays capable de pivoter entre les États-Unis, l'Europe et les puissances montantes de l'Est. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu auquel l'Espagne estime qu'elle n'a d'autre choix que de jouer. Et le décret sur la liberté religieuse ? Ce n'est qu'un pas dans une stratégie beaucoup plus vaste. Militaire et stratégique, le champ de bataille invisible. Parlons maintenant de la dimension militaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mosquées et de centres culturels, il s'agit aussi de contrôle. Et le contrôle au XXIe siècle ne se limite pas aux chars et aux avions de combat. Il s'agit d'influencer, de façonner le discours, de décider qui parlera de l'avenir d'un pays. L'armée espagnole est déjà à bout de souffle. C'est un allié clé de l'OTAN, mais son budget de défense ne représente que 1,2% du PIB, bien en dessous de l'objectif de 2% fixé par l'Alliance. Sa marine vieillit, son armée de l'air dépend de la technologie américaine et son armée a du mal à recruter. Pendant ce temps, l'armée marocaine se développe rapidement, grâce au soutien américain et français. Rabat a dépensé des milliards en drones, avions de combat et systèmes de missiles, et c'est désormais l'une des puissances militaires les plus redoutables d'Afrique du Nord. C'est là que le décret sur la liberté religieuse devient un enjeu de sécurité. En accordant une reconnaissance juridique aux institutions islamiques soutenues par le Maroc, l'Espagne sous-traite de fait une partie de sa gouvernance religieuse à une puissance étrangère. Et cette puissance étrangère a l'habitude d'utiliser la religion comme outil d'influence. Les services de renseignement marocains ont été accusés d'infiltrer les communautés islamiques en Europe, de les utiliser pour recueillir des renseignements et même recruter des informateurs. En 2020, les agences de renseignement allemandes ont averti que les agents marocains façonnaient activement le discours islamique en Allemagne, poussant un discours favorable à Rabat. L'Espagne ouvre désormais la porte à la même dynamique. Et il n'y a pas que le Maroc. Les mosquées dianées en Turquie sont liées à des opérations d'espionnage et d'influence politique à travers l'Europe. En 2017, les services de renseignement autrichiens ont perquisitionné plusieurs mosquées dianées, les accusant d'être des centres de propagande politique étrangère. L'Espagne donne désormais un pied légal à ces institutions sur son territoire. Mais voici que le gouvernement espagnol le sait. En fait, c'est compter le dessus. Parce que dans un monde de compétition entre grandes puissances, l'influence est une voie à double sens. Si le Maroc et la Turquie veulent façonner le paysage religieux espagnol, l'Espagne peut utiliser cet effet de levier pour obtenir des concessions dans d'autres domaines, commerce, énergie, sécurité. C'est une partie de poule aux enjeux élevés, et l'Espagne parie qu'elle peut contrôler le résultat. Le problème est que l'histoire montre que ce genre d'arrangement se termine rarement bien.
Regardez ce qui s'est passé dans les Balkans dans les années 1990. L'Occident pensait pouvoir utiliser les militants islamistes pour affaiblir la Serbie, pour ensuite créer un cauchemar sécuritaire à long terme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye, où les puissances étrangères utilisent des factions religieuses et tribales comme mandataires dans une guerre civile. L'Espagne joue avec le feu, et ce à un moment où l'Europe est déjà à bout. Et n'oublions pas la situation dans son ensemble. Les États-Unis surveillent cela de près. Washington considère depuis longtemps l'Espagne comme un partenaire fiable, mais le gouvernement de Sánchez envoie des signaux mitigés. Les États-Unis savent que si l'Espagne s'éloigne trop dans l'orbite du Maroc, de la Turquie et des États du Golfe, elle pourrait devenir un maillon faible du flanc sud de l'OTAN. Et c'est quelque chose que le Pentagone ne peut pas se permettre. Alors, quelle est la fin du jeu ici? Si l'Espagne continue sur cette voie, elle pourrait se retrouver prise entre des intérêts étrangers concurrents, incapable de contrôler son propre destin. Et si les choses tournent mal, le pays pourrait être confronté à une crise sécuritaire sans précédent depuis des décennies. La politique intérieure. Pourquoi Sánchez parie sur la ferme? Parlons maintenant de la politique intérieure. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de géopolitique, c'est une question de pouvoir. Et Pedro Sánchez joue un jeu très dangereux pour le conserver. Le gouvernement de Sánchez est fragile. Sa coalition avec le parti d'extrême gauche Podemos est profondément impopulaire et sa popularité est en chute libre. L'économie de Sitges stagne et sa gestion de la crise de l'indépendance catalane a laissé de profondes cicatrices. Alors, comment un leader occupant ce poste peut-il rester au pouvoir? En créant une crise que lui seul peut résoudre. C'est là qu'intervient le décret sur la liberté religieuse. Sánchez sait que l'immigration et l'islam sont des sujets explosifs en Espagne. Le parti d'extrême droite Vox gagne du terrain en attisant les craintes d'une « islamisation », et même le parti populaire de centre-droit flirte avec la rhétorique anti-immigrée. En faisant adopter le décret, Sánchez oblige l'opposition à le soutenir ou à risquer d'être qualifié de fanatique. C'est une stratégie classique de diviser pour régner. Mais il y a bien plus que cela. Sánchez tente également de s'assurer le soutien de la communauté musulmane espagnole, en pleine croissance. N'oubliez pas que les musulmans d'Espagne constituent un bloc électoral clé. Ils sont concentrés dans les zones urbaines comme Barcelone, Madrid et Valence, et sont de plus en plus actifs politiquement. Sánchez sait que s'il parvient à se positionner comme le champion de la liberté religieuse, il pourra retirer les voix de la gauche et même du centre-droit. C'est une décision risquée, mais qui pourrait s'avérer payante à court terme. Et n'oublions pas l'argent. Les États du Golfe ont investi de l'argent en Espagne, finançant tout, des clubs de football à l'immobilier. Le gouvernement de Sánchez courtise ces investissements, les considérant comme un moyen de stimuler l'économie espagnole. Mais cet argent est assorti de conditions. Les États du Golfe attendent de l'Espagne qu'elle soutienne ses intérêts au sein de l'UE, qu'elle ferme les yeux sur ses violations des droits de l'homme et qu'elle accorde un traitement préférentiel à ses institutions islamiques. Sánchez parie qu'il pourra gérer ses relations sans perdre le contrôle. Mais voici qu'il joue avec des forces qu'il ne comprend pas complètement. Les États du Golfe ne sont pas des investisseurs passifs. Ce sont des acteurs actifs dans le jeu du pouvoir mondial et ils ont leur propre programme. Si Sánchez pense pouvoir prendre leur argent et garder ses distances, il se trompe. Scénario où cela pourrait conduire alors, où tout cela mène-t-il? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles, ainsi que leurs probabilités. Scénario 1, l'atterrissage en douceur. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à marcher sur la corde raide. Le décret sur la liberté religieuse est mis en œuvre sans problème et la communauté musulmane devient une partie stable et intégrée de la société siche. Le Maroc et la Turquie obtiennent une certaine influence, mais l'Espagne conserve le contrôle de ses institutions religieuses. L'économie se stabilise et l'Espagne apparaît comme un pont entre l'Europe et le monde islamique. C'est le meilleur des cas, mais c'est aussi le moins probable. Les forces en jeu sont trop puissantes et les risques trop élevés. Scénario 2, la combustion lente. C'est le résultat le plus probable. Le décret entraîne une augmentation progressive de l'influence étrangère sur le paysage religieux espagnol. Les institutions soutenues par le Maroc et la Turquie gagnent en pouvoir et l'Espagne se retrouve de plus en plus dépendante de leur soutien. Dans le même temps, l'extrême droite gagne du terrain,
attisant les craintes d'une « islamisation » et poussant à la répression de l'immigration. L'Espagne devient une société divisée et polarisée, avec des puissances étrangères concurrentes qui tirent les ficelles du conflit. Scénario 3, l'effondrement. Dans ce scénario, les choses deviennent incontrôlables. Le décret sur la liberté religieuse entraîne des réactions négatives, avec des protestations, voire des violences. L'extrême droite prend le pouvoir et le gouvernement espagnol s'effondre. Le Maroc et la Turquie doublent leurs opérations d'influence, conduisant à une crise sécuritaire. Les alliés de l'Espagne au sein de l'OTAN se retournent contre elle et le pays se retrouve isolé. C'est le pire des cas, mais ce n'est pas impossible. Si les tendances actuelles se poursuivent, c'est peut-être là que nous nous dirigeons. Le grand pourquoi, c'est le symptôme d'une crise plus vaste. Permettez-moi de prendre un instant de recul et de parler de la situation dans son ensemble. Ce qui se passe en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne. C'est le symptôme d'une crise bien plus vaste, la crise de l'ordre libéral dirigée par les États-Unis. Pendant des décennies, les États-Unis ont tenté de maintenir une hégémonie mondiale, imposant leurs valeurs et leurs visions au reste du monde. Mais cette hégémonie s'effondre. La montée de la Chine, la résurgence de la Russie et la fragmentation de l'Occident ont créé un monde multipolaire, où le pouvoir est diffus, où les alliances sont fluides et où aucun pays ne peut prendre les commandes. L'Espagne n'en est qu'un exemple. C'est un pays qui était autrefois fermement dans le camp américain, mais il est désormais pris dans les courants contraires d'un monde où l'influence de Washington diminue et où de nouveaux centres de pouvoir émergent. Le décret sur la liberté religieuse en Espagne ne concerne pas seulement la politique intérieure, c'est un microcosme de la manière dont les puissances secondaires gèrent l'effondrement de l'ordre ancien. Et voilà, l'Espagne est loin d'être seule dans ce cas inconfortable. Ce que nous voyons à Madrid se manifeste sous différentes formes à travers l'Europe, des Balkans aux pays baltes, alors que les pays recalibrent leurs alliances dans un monde où les États-Unis ne peuvent plus garantir la sécurité ni dicter les conditions. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de soft power, mais aussi de géopolitique dure. Lorsque le Maroc ou la Turquie financent des mosquées en Espagne, ils ne le font pas par altruisme. Ils construisent des réseaux d'influence qui peuvent être activés en temps de crise. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2017, lorsque l'Espagne a arrêté les dirigeants indépendantistes catalans, la réponse du Maroc a été rapide. Rabat a rappelé son ambassadeur, suspendu la coopération en matière de migration et a même fait allusion à son soutien au séparatisme catalan, une décision qui a provoqué une onde de choc à Madrid. Pourquoi ? Parce que le Maroc a un levier. Il contrôle le flux de migrants vers l'Espagne et entretient des liens profonds avec les communautés musulmanes espagnoles. Il ne s'agit pas seulement d'une influence culturelle, c'est une potentielle cinquième colonne dans un conflit futur. La même dynamique se joue avec la Turquie. Le gouvernement d'Erdogan a passé des années à s'implanter dans les communautés musulmanes d'Europe, de l'Allemagne aux Pays-Bas. En Espagne, des organisations soutenues par la Turquie, comme le Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, ont discrètement étendu leur portée en finançant des mosquées et des écoles religieuses. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit de créer une structure de pouvoir parallèle qui réponde à Ankara et non à Madrid. Et si vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation militaire, considérez que lors de la tentative de coup d'État en Turquie en 2016, le gouvernement d'Erdogan a accusé l'Occident de soutenir les conspirateurs. Dans les jours qui ont suivi, les services de renseignement turcs auraient activé des cellules dormantes en Europe pour surveiller et intimider les dissidents. Si la Turquie peut le faire en Allemagne, elle peut le faire en Espagne. Voici pourquoi cela est important pour l'OTAN. L'Espagne est un membre essentiel de l'Alliance, hébergeant des installations militaires américaines clés comme la base navale de Rota, qui abrite des destroyers équipés d'Aegis, essentiels à la défense antimissile en Europe. Si la stabilité interne de l'Espagne est compromise, si elle devient un champ de bataille pour l'influence étrangère, cela pourrait affaiblir le flanc sud de l'OTAN. Imaginez un scénario dans lequel le Maroc ou la Turquie font pression sur l'Espagne pour qu'elle limite l'accès militaire américain, ou où des troubles intérieurs obligent Madrid à détourner des ressources des engagements de l'OTAN. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un risque réel dans un monde multipolaire où les alliances sont transactionnelles. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les États-Unis sont en partie responsables de ce gâchis.
Pendant des décennies, Washington a traité l'Europe comme un monolithe, supposant que l'OTAN et l'UE maintiendraient la stabilité du continent et l'aligneraient sur les intérêts américains. Mais cette hypothèse ignore le fait que l'Europe est un ensemble d'États souverains, chacun avec sa propre histoire, ses propres vulnérabilités et ses propres intérêts. L'Espagne, par exemple, entretient des relations longues et compliquées avec l'Afrique du Nord. Elle était autrefois une puissance coloniale au Maroc et compte aujourd'hui sur la coopération marocaine pour gérer les migrations et lutter contre le terrorisme. Les États-Unis n'ont jamais pleinement compris comment ces liens historiques et géopolitiques façonnent la politique de Sych. Au lieu de cela, Washington a traité Madrid comme un simple allié parmi d'autres de l'OTAN, s'attendant à ce qu'il s'aligne sans aucun doute. Le résultat ? L'Espagne a été laissée à elle-même dans une région où les États-Unis ne sont plus l'acteur dominant. Et lorsque les États-Unis interviennent, c'est souvent d'une manière qui se retourne contre eux. Prenez par exemple les accords de normalisation de 2020 entre Israël et plusieurs États arabes, négociés par l'administration Trump. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, a été prise au dépourvu par cette décision, qui a sapé la position de longue date de l'UE sur le conflit israélo-palestinien. Mais au lieu de travailler avec l'Espagne pour gérer les conséquences, les États-Unis s'attendaient simplement à ce que Madrid s'adapte. Ce genre de diplomatie autoritaire ne fonctionne pas dans un monde où les pays ont des options. Parlons maintenant des implications militaires. Si les divisions internes de l'Espagne s'aggravent, cela pourrait créer des vulnérabilités que des adversaires comme la Russie ou même la Chine pourraient exploiter. La Russie, par exemple, étend son influence en Méditerranée, en utilisant sa base navale en Syrie pour projeter sa puissance. Si le gouvernement espagnol devient instable ou si ces communautés musulmanes se radicalisent, Moscou pourrait en profiter pour semer le chaos. Nous avons déjà vu comment la Russie utilise la désinformation et la guerre hybride pour exploiter les divisions en Europe. Il suffit de regarder le référendum sur le Brexit de 2016 ou la crise d'indépendance catalane de 2017. L'Espagne pourrait être et la Chine est également un acteur dans ce jeu. Pékin a discrètement réduit son empreinte économique en Espagne, en investissant dans les ports, les infrastructures et la technologie. En 2019, Huawei a signé un accord avec la société espagnole Telefónica pour développer des réseaux 5G, une décision qui a fait sourciller Washington. Si la Chine prend pied dans les infrastructures critiques de l'Espagne, elle pourrait utiliser cet effet de levier pour faire pression sur Madrid sur des questions comme Taïwan ou la mer de Chine méridionale. Et si les communautés musulmanes d'Espagne deviennent une source d'instabilité, la Chine pourrait s'en servir comme prétexte pour promouvoir une plus grande coopération en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui donnerait à Pékin accès à des renseignements sensibles. Le décret espagnol sur la liberté religieuse n'est pas seulement une question nationale. C'est un tremblement de terre géopolitique. C'est le signe que l'ordre ancien est en train de s'effondrer et que des pays comme l'Espagne sont contraints de naviguer dans un monde dans lequel les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. La question est, que se passe-t-il ensuite ? L'Espagne trouve-t-elle un moyen d'équilibrer son identité européenne avec ses liens avec le monde islamique, ou devient-elle un champ de bataille pour les puissances étrangères ? Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN, pour l'Europe et pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux ? La vérité inconfortable est que nous ne le savons pas. Mais les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'ignorer ce qui se passe en Espagne. Si Washington veut maintenir son influence en Europe, il doit commencer à traiter ses alliés comme des partenaires et non comme des vassaux. Cela signifie s'engager avec l'Espagne selon ses propres conditions, comprendre ses défis uniques et travailler avec Madrid pour gérer les risques. Car si l'Espagne sombre dans le chaos, les conséquences ne se feront pas seulement sentir en Europe, elles se feront sentir partout dans le monde. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol se fracture déjà sous le poids de ce changement religieux, et que l'establishment madrilène n'est malheureusement pas préparé aux conséquences. Les élections générales de 2023 ont été un véritable exemple de la rapidité avec laquelle le terrain peut bouger sous les pieds d'un gouvernement. Le Parti socialiste ouvrier de Pedro Sánchez ne s'est accroché au pouvoir que grâce à une coalition fragile avec le parti d'extrême gauche Sumar et le soutien des séparatistes catalans et basques, des groupes qui, il y a à peine 10 ans, étaient considérés comme des parias dans la politique de Sych. Cette coalition n'est unie que par la méfiance mutuelle et la peur d'une alternative de droite, mais c'est aussi le premier gouvernement de l'histoire moderne de Sych à courtiser ouvertement le vote musulman en tant que bloc.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle se mobilise politiquement. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, où les musulmans représentent près de la moitié de la population, les partis locaux ont déjà commencé à exiger une plus grande représentation, et dans certains cas, même une autonomie. Les élections municipales de 2021 à Melilla ont vu la coalition pour Melilla, un parti profondément lié au Maroc, remporter 10 des 25 sièges de l'Assemblée locale. Cela peut sembler peu, mais considérez que Melilla est une ville siche située sur la côte nord-africaine, entourée par le Maroc, et que le programme du CPM inclut des appels à de plus grands droits culturels et religieux pour les musulmans, y compris le droit de construire des mosquées sans restriction. Imaginez maintenant que cette dynamique s'étende au continent. En Catalogne, où la population musulmane a augmenté de 40% au cours de la dernière décennie, le gouvernement régional a déjà commencé à financer des centres culturels islamiques dans le cadre de sa politique d'interculturalisme. Le message est que l'islam n'est plus une question marginale dans la politique de Sich, il devient un bloc électoral et les partis se démènent pour s'adapter. Voilà pourquoi la classe politique espagnole joue à un jeu dangereux de calcul électoral à court terme sans aucune stratégie à long terme. La droite, dirigée par le Parti populaire et le parti d'extrême droite Vox, a réagi à ce changement par un mélange d'alarmisme et d'opportunisme. Vox, en particulier, a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme, présentant la religion comme une menace existentielle pour l'identité siche. Leur manifeste de 2023 appelait à la « reconquête » de l'Espagne après la « colonisation islamique », une expression qui fait délibérément écho à la reconquista médiévale. Mais voici que l'islam diabolisant pourrait gagner des voix à court terme, mais il risque également de radicaliser les communautés même auxquelles il prétend s'opposer. Nous avons déjà vu ce film en France, où le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé des décennies à dénoncer l'islam alors que les communautés musulmanes sont de plus en plus éloignées de l'État. Le résultat ? Un cycle de polarisation qui ne profite à personne, sauf aux extrémistes des deux côtés. Pendant ce temps, la gauche commet ses propres erreurs de calcul. Le gouvernement de Sánchez a adopté un discours de « laïcité inclusive », arguant que la nouvelle diversité religieuse de l'Espagne est une force et non une menace. En 2022, son administration a adopté une loi interdisant les symboles religieux dans les écoles publiques, à l'exception de ceux qui sont culturellement significatifs, une faille qui permet effectivement de conserver les croix catholiques tout en ciblant les foulards islamiques. L'hypocrisie est flagrante et n'échappe pas aux communautés musulmanes d'Espagne. La Fédération Siche des entités religieuses islamiques, qui représente plus de 1200 mosquées, a accusé le gouvernement de « laïcité sélective » et elle n'a pas tort. L'approche de la gauche consiste à traiter l'islam comme un accessoire culturel plutôt que comme une réalité vécue, ce qui nourrit le ressentiment. Lorsque vous dites aux gens que leur foi est la bienvenue à condition qu'elle ne remette pas en cause le statu quo, vous ne favorisez pas l'intégration, vous exigez une assimilation dans des conditions inégales. Parlons maintenant des scénarios. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de ce qui se passe lorsque la crise d'identité d'une société entre en collision avec sa réalité démographique. L'issue la plus probable, du moins à court terme, est une période de faible instabilité. Nous assistons déjà aux premières manifestations contre la construction de mosquées dans des villes comme Barcelone et Madrid, à des affrontements entre groupes d'extrême droite et jeunes musulmans dans les quartiers populaires, et à une rhétorique anti-musulmane constante dans les médias. L'attaque d'une mosquée d'Al Jazeera en 2023, où un Marocain soupçonné d'avoir des liens avec le djihadisme a tué un sacristain, a été un signal d'alarme. Il ne s'agit pas d'une attaque terroriste à grande échelle, mais elle rappelle que l'Espagne n'est pas à l'abri de la radicalisation qui frappe d'autres pays européens. La question est de savoir si l'État siche a la capacité d'empêcher la propagation de cette radicalisation. Le scénario le plus inquiétant est celui d'une véritable crise de légitimité. La Constitution espagnole de 1978, qui a établi le pays comme un « État social et démocratique » avec le catholicisme comme religion traditionnelle, a été rédigée à une époque très différente. Aujourd'hui, ce cadre est poussé à ses limites. Si les communautés musulmanes commencent à exiger non seulement des droits religieux mais aussi une représentation politique, si elles commencent à se considérer comme un bloc distinct avec ses propres intérêts, alors la cohésion territoriale déjà fragile de l'Espagne pourrait commencer à s'effriter. La Catalogne est un flash-pot évident.
Le mouvement indépendantiste de la région a toujours été bien plus qu'une simple affaire d'économie, c'est une question d'identité. Et si les nationalistes catalans commencent à voir l'islam comme un moyen de se différencier du reste de l'Espagne, nous pourrions assister à une dangereuse convergence des politiques séparatistes et religieuses. Imaginez un scénario dans lequel un gouvernement catalan, cherchant à renforcer ses arguments en faveur de l'indépendance, commencerait à financer des écoles islamiques ou à promouvoir l'arabe comme langue co-officielle. La réaction du reste de l'Espagne serait immédiate et viscérale. Et puis il y a le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne a toujours joué un jeu délicat lorsqu'il s'agit de sa diaspora en Espagne, oscillant entre coopération en matière de lutte contre le terrorisme et pression subtile sur des questions comme Ceuta et Melilla. Mais si les communautés musulmanes d'Espagne deviennent plus actives politiquement, le Maroc pourrait y voir une opportunité d'exercer une influence. On a déjà vu cette dynamique en France, où l'Algérie a utilisé sa diaspora comme levier dans ses différends diplomatiques avec Paris. En 2021, le Maroc a rappelé son ambassadeur en Espagne après que Madrid ait autorisé le Front Polisario, un groupe indépendantiste sahraoui, à recevoir des soins médicaux en Espagne. Le message était que Rabat attend de la loyauté de l'Espagne et qu'elle n'a pas peur d'utiliser son influence pour l'obtenir. Si les communautés musulmanes d'Espagne deviennent une force politique, le Maroc pourrait les utiliser comme un outil pour façonner la politique de Siche sur tous les sujets, du Sahara occidental à la migration. Le scénario le plus extrême est celui qui m'empêche de dormir la nuit et la rupture du contrat social. La transition de l'Espagne vers la démocratie s'est construite sur le principe fragile que le passé serait laissé de côté, que les identités régionales seraient respectées sans toutefois permettre de fracturer l'État et que l'Église catholique conserverait un rôle privilégié mais non dominant dans la société. Ce consensus est désormais mis à rude épreuve. Si les communautés musulmanes d'Espagne se sentent systématiquement exclues, si l'extrême droite continue de gagner du terrain et si le gouvernement se révèle incapable de gérer ces tensions, nous pourrions assister à un retour à un type de violence de rue que l'Espagne n'a pas connu depuis les années 1980. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004 étaient un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque les griefs s'enveniment. Aujourd'hui, les griefs sont plus profonds et le potentiel de radicalisation est plus grand. Alors, qu'en est-il de l'Espagne ? La voie à suivre la plus plausible est une adaptation désordonnée et progressive, dans laquelle l'État s'adapte progressivement à l'islam sans l'adopter pleinement, où les partis politiques continuent d'exploiter les divisions religieuses pour des gains à court terme et où l'identité du pays reste en évolution. Mais ce n'est pas un équilibre stable. C'est un modèle d'attente, et les modèles d'attente ont tendance à s'effondrer lorsque la pression devient trop forte. La vraie question est de savoir si la classe politique espagnole aura la clairvoyance nécessaire pour gérer cette transition avant qu'il ne soit trop tard. Et s'ils ne le font pas, les conséquences ne seront pas seulement nationales, elles seront géopolitiques. Parce que voici le problème, ce n'est pas seulement un pays. C'est un pont. Un pont entre l'Europe et l'Afrique, entre les mondes chrétiens et islamiques, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Pendant des siècles, l'Espagne a été un carrefour et sa capacité à assumer ce rôle a défini son histoire. S'il échoue maintenant, les répercussions se feront sentir bien au-delà de ses frontières. L'OTAN aura un État membre confronté à une menace croissante à sa sécurité intérieure. L'UE devra faire face à un pays qui est à la fois un allié clé et un handicap potentiel. Et les États-Unis devront décider s'ils doivent doubler leur soutien à l'Espagne ou commencer à couvrir leur pari. Aucun de ces résultats n'est bon pour l'Occident. Mais aucun d'entre eux n'est non plus inévitable. Le défi pour l'Espagne et pour le reste d'entre nous est de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Qui peut définir ce qu'est l'Espagne, ce qu'elle représente et qui en fait partie ? Et dans un monde où les vieilles certitudes s'effondrent, c'est un combat que personne ne peut se permettre de perdre.